Bonsoir à toutes et tous. D'abord, merci à Patricia et Cyril particulièrement, qui, je sais, ont mis beaucoup d'énergie et d'implication pour l'organisation de cette réunion publique. Merci aussi à vous, dont je sais que vous faites tenir les choses à Douai et la France Insoumise à Douai depuis maintenant un bon nombre d'années, en dépit de tout, des difficultés, et parce que vous êtes essentiels, parce que vous êtes là justement quand c'est pas simplement facile, quand il y a moins de monde dans les salles, quand on est moins nombreux sur le terrain. Donc, je voulais aussi vous remercier particulièrement. Merci aussi à toutes et tous d'être là. Je suis venu à Douai la dernière fois. C'était pendant la campagne des élections européennes et on était dans un café et on était déjà nettement moins nombreux que ce soir. Donc, il faut aussi voir les choses en perspective et se dire que la réunion qu'on tient ce soir à Douai, elle est un pas supplémentaire dans l'engagement qui est le vôtre, dans la construction du mouvement qui est la vôtre ici, localement. Pour commencer cette réunion publique ou cette prise de parole, je voudrais dire moi aussi un mot de la situation en Palestine et au Liban. Pourquoi en dire un mot? Parce que ce n'est pas un sujet à côté. On nous a expliqué pendant toute la campagne des européennes où oui, nous dénoncions le génocide à Gaza, qu'on le faisait par électoralisme, qu'on le faisait pour plaire à une certaine catégorie de la population. Ils ne l'ont pas dit toujours clairement, mais c'est ce qu'ils pensent, qu'on le faisait uniquement pour parler aux Arabes et aux musulmans. Eh ben non, si nous on le fait, c'est parce que, contrairement peut-être à eux, on n'accepte pas de faire de la politique, de se battre, d'avancer ici en France en fermant les yeux sur ce qui peut se passer ailleurs dans le monde. Et ce qui se passe à Gaza, oui, c'est pas juste une guerre. C'est pas juste un conflit international, comme on dit souvent, pour déshumaniser les choses et pour le renvoyer à un espèce de concept journalistique qu'on entend de manière épisodique aux 20h le soir. Oui, ce qui est en train de se passer est un événement qui marquera l'histoire et qui marque déjà l'histoire. C'est un génocide. Et c'est sans doute le premier génocide de l'histoire de l'humanité qu'on est capable de retransmettre quasiment en direct sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'est en train de se passer un génocide dont tout le monde est au courant et que personne ne peut ignorer. Et pourtant, trop nombreux sont celles et ceux qui ne disent rien. On m'a transféré il n'y a pas longtemps une vidéo qui tournait sur les réseaux sociaux où on montrait des enfants dans le monde en 2050 ou en 2070. Et ces enfants, dans chaque pays, allaient voir leurs parents au moment de se rendre devant un mémorial ou parce que ce jour était devenu férié, en disant à leurs parents « Mais pourquoi vous n'avez rien fait ?» Parce que des dizaines d'années plus tard, le génocide qu'on a sous nos yeux est rentré dans l'histoire. Et que comme on apprend certains événements dramatiques de notre histoire, on apprendra le génocide de Gaza. Et alors, à ce moment-là, tout le monde se dira « Mais pourquoi on n'a pas fait autrement ? Mais on apprendra de nos erreurs, on ne recommencera pas la même chose. » L'histoire, elle sert à une chose, c'est à analyser le présent. Et quand au présent, on se rend compte que oui, est organisée la mort de manière méthodique de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de personnes, alors notre devoir de responsables politiques, de militants, mais avant tout d'hommes, de femmes, de citoyens, c'est d'agir. Et on ne peut pas accepter qu'il y ait déjà plus de 40 000 morts et que personne ne soit en capacité de tenir ce compte. Que même ce compte, on nous explique à la télé, oui, mais vous reprenez les chiffres du Hamas. On prend les chiffres qu'on peut prendre. Parce qu'il n'y a plus un journaliste en vie quasiment aujourd'hui à Gaza. Et que ça, les journalistes de BFM TV ou de CNews oublient systématiquement de le rappeler. Donc ce combat, on continuera à le mener. Et on le mène envers et contre tout parce qu'on a l'intime conviction que ce qu'on fait est juste et que nous avons raison. Oui, on nous a dit, lorsque on a qualifié de crime de guerre ce qui s'était passé, et lorsque l'on a dit que c'était un génocide, et lorsque l'on a dit que Benyamin Netanyahou se rendait lui aussi coupable de crimes de guerre,
On nous a dit qu'on était antisémite, on nous a dit que ça n'avait rien à voir, on nous a dit qu'Israël avait le droit de se défendre, on nous a dit que les décisions de la Cour internationale de justice disant qu'il y avait un risque de génocide ne disaient pas exactement ça. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale a édité un mandat d'arrêt. Honte à toutes celles et ceux qui, encore depuis le début du génocide, sont allés rendre visite à des dignitaires du régime israélien, sont allés rencontrer Benyamin Netanyahou. Oui, cet homme est un criminel. Oui, cet homme doit être arrêté. Et il faut que le président de la République le sache. Si Benyamin Netanyahou met aujourd'hui un seul pied sur le sol français, alors c'est la police française qui sera en charge de l'arrêter. Je le dis aussi, ce combat, on continue à le mener. Depuis le début de la mandature, je suis élu depuis juillet. À chaque séance de questions au gouvernement, nous avons un député insoumis qui a interrogé le gouvernement sur ce qu'il se passait à Gaza, leur demandant des actes parce que les mots aujourd'hui ne suffisent plus. Des actes pourtant on en a vu. Ça a été les convocations de nos élus, Mathilde Panot, Rima Hassan et combien d'autres, devant les juridictions. Ici, le responsable de l'UDCGT Nord, que Jean-Luc Mélenchon était venu soutenir lorsqu'il a été lui aussi arrêté devant ses enfants un petit matin pour apologie du terrorisme. Des actes, il y en a d'autres. Ceux de l'infâme ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est plus choqué lorsque des supporters de foot décident d'afficher un grand tifo avec marqué dessus « Free Palestine ». Il est plus choqué par un message dans un stade de foot que par la venue théorique ou l'organisation d'un gala à Paris avec le ministre israélien Smotrich qui participe à l'organisation de ce génocide. C'est toujours deux poids, deux mesures. Et pour ne pas faire tout le temps sur le sujet, mais quand même, je voudrais ajouter une autre chose. On a là aussi la démonstration explicite du rôle que jouent les médias dans notre démocratie. L'information, oui, on est obligé de le dire, est manipulée. Lorsque BFM TV, pour décrire les événements qui se sont déroulés à Amsterdam, diffuse une vidéo disant, sur cette vidéo, vous voyez, on observe des militants pro-palestiniens en train de pourchasser dans les rues des supporters de l'équipe de football israélienne. Tout le monde le croit, tout le monde le pense, il le répète en boucle. Alors que quelques heures seulement après la publication de cette vidéo, la journaliste qui avait pris les images et qui les avait diffusées en ligne avait elle-même dit « ce n'est pas ça que montre cette vidéo ». Cette vidéo montre des supporters israéliens rattachés probablement à des groupuscules d'extrême droite israélienne pour chasser des habitants en raison de leur couleur de peau. Ce qui s'est passé à Amsterdam, c'est aussi des agressions racistes. Et il a fallu 6 jours pour que BFM TV accepte de reconnaître l'évidence et revienne sur sa version. Il n'avait fallu que quelques heures ou quelques jours pour que David Guiraud pourtant leur rappelle les choses sur un plateau télé et pour qu'ils le contredisent. Dernier point sur le sujet. Notre combat, on le mène à l'Assemblée, on le mène dans la rue. Et on félicite et on remercie la FPS qui, oui, dans le Nord comme dans toute la France, est à la pointe de l'organisation de ce combat. Ce combat, on le mène à l'Assemblée, mais on avance, pas à pas. Aujourd'hui, il y a la décision de la Cour pénale internationale et il faudra la faire respecter parce qu'on ne peut faire confiance que sur nous-mêmes et sur la mobilisation. Aujourd'hui, pour beaucoup, le fait que c'est un génocide est établi. Et puis, nous avons réussi, et c'est aussi le résultat de la victoire lors des dernières élections et du fait que nous sommes aujourd'hui majoritaires au bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons réussi sur la proposition de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Nadège Abo-Mangoli, députée insoumise, à recréer au sein de l'Assemblée un groupe d'amitié franco-palestinien. Ce groupe d'amitié, il n'a pas qu'une portée symbolique. Il a aussi le message politique très fort de dire l'Assemblée nationale, de fait, reconnaît l'existence de la Palestine. Et maintenant, l'État français doit enfin reconnaître l'existence de l'État palestinien. J'en viens maintenant à la séquence politique dans laquelle nous sommes.
et qui a quelque part commencé le soir du 9 juin dernier. Le 9 juin, ça nous paraît il y a peut-être très longtemps, et pourtant c'était simplement hier. Il s'est passé que quelques mois depuis le 9 juin dernier. Le 9 juin dernier, le soir des élections européennes, Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Il décide de dissoudre l'Assemblée nationale au moment précis où le Rassemblement national arrive en tête des élections et où lui-même est très bas. Tout le monde se pose la question de pourquoi il décide de faire cet acte-là, à ce moment-là. Pourquoi il décide ainsi d'ouvrir la porte? Il pense qu'il va pouvoir jouer, comme il l'a déjà fait, le même match, en se disant que la gauche serait divisée, éclatée, et qu'il se retrouverait seul, la Macronie, face au Rassemblement national, en capacité d'être de nouveau la seule alternative, celui qui serait capable de sauver la République et de se donner le beau rôle. Sauf que la gauche, sous l'impulsion de la France insoumise, a été en capacité de s'unir. Et en quelques jours, de se mettre en ordre de bataille. Et non pas simplement de s'unir en se répartissant des circonscriptions. Et je sais que la répartition des circonscriptions nous a coûté et a été parfois difficile à vivre pour les camarades. Parce que oui, répartir les circonscriptions, ça veut dire que là où on a des camarades qui sont prêts au combat, qui labourent le terrain pendant des mois, il faut parfois accepter de dire, on marchera derrière quelqu'un qui n'est pas membre de la France insoumise, avec qui on ne partage pas toujours les mêmes idées. Mais il faut dire aussi à ce moment, la fierté qui est celle de la discipline de nos camarades, qui lorsqu'il s'agit de se battre face à l'extrême droite, lorsqu'on sait que l'extrême droite est en capacité de prendre le pouvoir, sans doute pour la première fois depuis le régime de Vichy, nos camarades renoncent à leur destin personnel et acceptent d'aller en soutenir d'autres. Ce n'est pas le cas dans l'ensemble des partis. Oui, il y a des partis dans lesquels il y a des dissidents. Il y a des partis qui préfèrent prendre le risque que la gauche soit défaite et que le Rassemblement national prenne le pouvoir. Et donc, il faut le dire, nous en sommes fiers. La France insoumise est sans doute celle qui a le plus contribué à permettre cette alliance parce que nous avons renoncé aussi, et nous ne l'oublions pas, à 100 circonscriptions sur lesquelles nous étions présents lors des accords de la NUPES en 2022. Ces élections, donc, nous les avons gagnées. Et ça aussi, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Il faut se souvenir d'où on vient. Depuis quand la gauche n'avait pas gagné d'élections dites générales en France? Depuis plus de 10 ans, et il reste encore à démontrer que la victoire qui a eu lieu de la gauche il y a 10 ans était bien une victoire de la gauche. Et sinon, depuis beaucoup plus longtemps. Donc cette victoire, elle n'est pas anecdotique. On passe notre temps à nous répéter, plateau télé après plateau télé, qu'on n'est pas en capacité de l'emporter, qu'il y a un plafond de verre au-dessus de vous, que oui, bien sûr, les insoumis, vous réalisez des belles campagnes présidentielles, mais de toute façon, vous n'arriverez jamais à gouverner. Ah, on n'arrivera jamais à gouverner. Sauf qu'en 2012, on a fait 11%. Qu'en 2017, on a fait 19%. Qu'en 2022, on a fait 22%. Qu'aux élections législatives de 2022, avec la NUPES, on remporte le premier tour des élections. Et qu'en 2024, on remporte les 2 tours des élections et que c'est nous qui avons le plus de députés. Donc, camarades, à aucun moment, il faut baisser la tête et se dire qu'on n'y arrivera pas. On n'en a jamais été aussi proche et moi, j'en ai l'intime conviction, dans les prochains mois, nous arriverons au pouvoir. Et il faut être prêt à cela et à se battre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Oui, Macron a décidé de nous voler les élections, mais pas seul. Parce que seul, il n'en avait pas la capacité. S'il a réussi à nous voler les élections, si aujourd'hui, le budget de casse sociale, de guerre sociale, nous est présenté, c'est parce que dans cette basse manœuvre, il a été aidé et épaulé par le Rassemblement national. Si le Rassemblement national avait dit qu'il censurerait un gouvernement de droite dès son arrivée au pouvoir, alors jamais ce gouvernement n'aurait été nommé. Si ce gouvernement a été nommé,
c'est parce que Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont discuté ensemble et se sont mis d'accord ensemble sur un nom. Si c'est Michel Barnier qui est Premier ministre, c'est parce que c'est Marine Le Pen qui l'a choisi et l'a accepté. Si Bruno Retailleau est ministre, c'est pour s'assurer que le Rassemblement national protégera ce gouvernement. Et c'est pour ça que ce gouvernement, à l'heure où je vous parle, est encore debout. Pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'ils défendent les mêmes intérêts et qui sont les mêmes faces d'une même pièce. Et ça, il faut bien le comprendre et il faut l'expliquer à tout le monde, à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés comme jamais au moment des élections et qui peuvent vous dire « on est allé voter, mais à quoi ça a servi? On a gagné et on s'est fait voler l'élection, alors à quoi bon continuer à voter ?» Il faut que tout le monde puisse comprendre ce qui s'est passé. Donc, il faut expliquer aux gens. Leur dire « oui, nous avons gagné, mais nous n'avions pas la majorité absolue. Si nous avions eu la majorité absolue, plus de 50%, plus de la moitié des sièges, alors ils n'auraient rien pu faire. Mais puisque nous avions un peu moins, alors ils ont eu la possibilité. Ils avaient le trou de souris pour tous s'allier ensemble pour nous empêcher de gouverner. Et il faut leur expliquer que le Rassemblement national et les macronistes se sont alliés parce qu'ils défendent les mêmes intérêts, c'est-à-dire ceux des plus riches. Que si on a quelqu'un comme Bolloré qui rachète l'ensemble des médias et désormais les écoles de journalisme, il ne le fait pas uniquement parce qu'il est purement raciste. Bolloré, il rachète CNews et il propage sa haine raciste pour une raison simple et claire. C'est que pour protéger ses intérêts financiers, il a besoin que les pauvres se divisent. Et que pour diviser les pauvres, il n'y a rien de plus efficace que de leur demander de regarder si leur voisin est de la même couleur de peau ou pas, à la même religion ou pas. Et parce que les pauvres se battent entre eux, sur ces critères-là, alors plus personne ne réfléchit à pourquoi il y a 500 familles qui possèdent 1228 milliards d'euros pendant qu'il y a 11 millions de pauvres. C'est à ça que leur sert le racisme. Le racisme est un élément de défense des classes dominantes. Et c'est pour ça que Macron et Le Pen décident de s'allier pour empêcher le nouveau Front populaire de gouverner. N'oublions pas les éléments et ce qu'il s'est passé. Ils ont dit que c'était à cause de Jean-Luc Mélenchon, des insoumis qui parlaient trop fort, qui seraient trop brutaux. Lorsque Jean-Luc Mélenchon leur a dit « et s'il n'y a pas d'insoumis au gouvernement, du coup vous ne censurez pas ?» Ils leur ont dit « tant qu'il y aura le programme, on censurera ». Voilà de quoi ils ont peur. Qu'on fasse les poches à leurs amis et qu'on redistribue l'argent. C'est ça qui nous a amenés à la situation dans laquelle nous sommes et il ne faut jamais l'oublier. Je rajoute juste un élément. Si nous avons réussi à gagner ces élections, c'est parce que le peuple français s'est largement mobilisé. Oui, il s'est mobilisé contre l'extrême droite, mais il s'est aussi mobilisé sur la base d'un programme clair et d'un programme de rupture. Qu'est-ce qui a fait la différence pour nous faire arriver en tête? La surmobilisation des quartiers populaires et de la jeunesse. En 2022, la jeunesse participe à 30% et vote en premier lieu pour la NUPES à hauteur de 35%. En 2024, et on gagne le premier tour, en 2024, la jeunesse participe à 60% et vote par conséquent à 48% pour le nouveau Front populaire. Et on arrive en tête du second tour. Le doublement de la participation chez les jeunes, et le phénomène est le même dans bon nombre de quartiers populaires. Le doublement de la participation chez les jeunes et dans les quartiers populaires entre 2022 et 2024 fait qu'on passe de la victoire au premier tour à la victoire au second tour. Et je parle là de passage de 30 à 60%. Mais 60% de mobilisation chez les jeunes, ça veut dire qu'il en reste encore 40 qui ne vont pas voter. Donc, il y a encore une marge de progression. Donc, la prochaine fois, c'est la bonne et on va l'emporter. Et la prochaine fois, il faut le répéter aux gens, on va y arriver et il ne faudra laisser aucun espace aux macronistes et au Rassemblement national pour pouvoir s'allier. Donc, il nous faudra la majorité absolue. J'en viens maintenant au début de ce qu'a été ce mandat. Une fois leur forfaiture contre le peuple accomplie, une fois ce gouvernement téléguidé par le Rassemblement national en place, nous est venu le budget. Il se trouve qu'en plus, j'ai été inscrit à la commission des finances en arrivant à l'Assemblée et que donc j'ai passé un mois enfermé sur le budget. J'ai donc vu
de près ce qui s'était passé. Le premier élément, et qu'il faut également rappeler, c'est ils passent, en tout cas, les macronistes et toute leur galaxie d'alliés, leur temps à répéter que le programme économique de la France insoumise ou du nouveau Front populaire, il n'est pas sérieux, il n'est pas applicable, vous ne vous rendez pas compte quand même, vous voulez payer plus les profs, vous voulez plus de profs, alors que le poids de la dette, on ne va pas s'en sortir, on n'a plus d'argent. Qu'est-ce qu'on a vu au début de ce mandat? On a vu que celles et ceux qui étaient incapables de tenir le pays en termes budgétaires, c'était eux. Que c'était Bruno Le Maire, que c'était Emmanuel Macron. On constate au début du budget que le déficit public a explosé. Alors le déficit public, ça veut dire assez bêtement que l'État dépense plus qu'il ne reçoit d'argent. Alors il a explosé. Pourtant c'est bizarre, ces gens sont là depuis 2017, c'est-à-dire depuis 7 ans. Depuis 7 ans, ils n'ont qu'un seul objectif, ils le disent sur tous les tons, c'est réussir à faire en sorte qu'on soit dans les objectifs fixés par Bruxelles et la Commission européenne. Les objectifs européens, c'est vous n'avez pas le droit de dépenser d'avoir plus de 3% de déficit. Donc, il faut que vous équilibriez au maximum vos comptes publics. Donc, ça fait 7 ans qu'ils y travaillent. Au bout de 7 ans, ils ont un objectif chaque année pour essayer de tenir le délai. Et cette année, ils avaient un bel objectif, il fallait descendre à 4,4%. Manque de peau, les 4,4%, ils atteignent cette année 6,1%. Alors ils nous disent, attendez, oui, là c'est vrai, c'est compliqué, on n'a pas fait comme on avait dit, mais l'économie, des fois, c'est volatile. C'est le ministre du Budget qui nous a dit ça hier. Il dit, l'économie, c'est volatile, il y a des imprévus, c'est conjoncturel, vous comprenez. Le seul problème, c'est qu'il nous raconte ça, mais qu'en même temps, dans le texte qu'il nous présente, qui était le projet de loi de fin de gestion, le texte qu'il nous présente nous dit que sur les 6,1% de déficit, il y a 5,7% de déficit dit structurel. C'est-à-dire juste pas des phénomènes pas pensés, des dépenses exceptionnelles qu'a dû faire l'État et qui étaient imprévues. Non, structurel, ça veut dire la différence entre les recettes et les dépenses. Pas un taux d'intérêt qui a explosé en cours d'année, qui était... Non. Donc, ça veut dire que le problème, il est structurel dans leur politique économique. Il n'est pas juste un phénomène vaporeux qu'on serait incapable d'expliquer. Et alors, pourquoi il y a ce déséquilibre entre les deux? Il y a la solution où ils sont juste mauvais et nuls. Ça, c'est possible. Sauf que moi, je veux bien qu'on m'explique que Bruno Le Maire, il n'avait rien compris, il était un imbécile, que Macron aussi. Moi, je veux bien. Mais il y a un moment, ces gens, ils ont fait toutes les meilleures écoles de France. Ils sont entourés de tous les meilleurs administrateurs, parce que derrière les ministres, il y a quand même des ministères, avec des gens qui ont fait tous les budgets depuis des années. Soit, ils nous prennent pour des cons. Et ils nous mentent. Et c'est ça la réalité. C'est que ces gens sont des menteurs et des voleurs. Comment ils font? Ils font volontairement des budgets où ils mentent. Ils nous présentent un budget et ils nous disent on aura tant de recettes l'année prochaine, du coup on va dépenser tant et les calculs sont bons. Et puis, comme ils ne veulent pas assumer frontalement de vous dire chaque année, je veux supprimer des AESH, je veux supprimer des lits dans des hôpitaux. Comme ils sont plus fourbes que ça. C'est au moins l'avantage de la droite. Vous voyez, la droite républicaine sarkozyste, au moins ils arrivent en face de vous, ils vous insultent direct, ils vous disent que les profs sont des fainéants, au moins c'est clair, vous savez à quoi vous en tenir. Les macronistes, c'est des sarkozystes, mais avec un peu de mauvaise foi en plus. C'est-à-dire qu'ils arrivent face à vous et vous disent « Non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer cette année, on ne va pas trop couper, il n'y aura pas besoin, on est très fort, etc. » Bon. Donc, ils font des budgets où ils disent qu'ils ne coupent pas trop. Sauf que ce qu'ils font, c'est qu'ils surestiment les recettes. C'est-à-dire que l'argent qui rentre, ils font croire, au moment de voter le budget, qu'il va y avoir plus d'argent que prévu. Et puis, en cours d'année suivante, ils disent « Ah bah mince,
L'argent qui devait rentrer dans les caisses, il n'est pas rentré. Ben, du coup, plus le choix. Hein. Il faut supprimer l'écologie, les profs, les AESH, etc. Et ils coupent dans les dépenses, et ils coupent dans les dépenses. Donc, ils mentent sur l'ensemble de leur budget. Mais pourquoi l'argent ne rentre pas dans les caisses? Eux expliquent à chaque fois qu'il y a un problème de dire non, mais en fait, c'est parce qu'on dépense trop. Comme on dépense trop, on n'a pas assez d'argent. On dépense pas trop, ils passent leur temps à couper systématiquement, année après année. En 2023, ils ont coupé 12,7 milliards. En 2024, tout compris, 40 milliards. L'année prochaine, encore 40 milliards. Et donc, on dépense trop. Non, ce qui se passe à chaque fois, c'est qu'ils ne remplissent pas les caisses. Ils les vident. C'est ce que j'ai dit au ministre du Budget cette semaine. Forcément qu'il n'y a plus d'argent si vous faites des cadeaux fiscaux par dizaines de milliards. Là, ils voulaient prendre sur ce budget 3,2 milliards aux retraités et 3,6 sur l'électricité. Bon, vous voyez, on va prendre 3 milliards dans la poche des retraités, ça veut dire que les retraités vont avoir du mal à pouvoir faire leurs courses. On va prendre 3 milliards en hausse de taxes sur l'électricité, ça veut dire que vous allez avoir du mal à payer vos factures. Parce que dans ce pays, il y a une personne sur deux qui a du mal à payer ses factures, il y a 12 millions de personnes en précarité énergétique. Il y a une personne sur deux qui n'arrive pas à manger à sa faim. Ou bien souvent, les parents sautent des repas ou mangent moins pour pouvoir nourrir correctement leurs gosses, quand ils y arrivent. C'est à ces gens-là, on va aller leur prendre 3 milliards dans la poche, en disant qu'il faut remplir les caisses. À côté, c'est 70 milliards par an d'impôts en moins pour les plus riches. 70 milliards par an. C'est 90 milliards d'exonération de cotisation pour les entreprises. Ah bah oui, ça, à la fin, vous comprenez, on ne peut plus payer vos retraites à 60 ans. Bah forcément, s'il y a 90 milliards que les grandes entreprises devaient payer en cotisation sociale et qui ne payent plus, il y a un trou. Tout compris, les cadeaux aux grandes entreprises, 200 milliards d'euros par an. Donc, ils vident les caisses méthodiquement chaque année. Et puis après, ils s'étonnent qu'il n'y a plus d'argent et ils décident d'aller faire payer les plus pauvres. Et puis, pour surestimer leurs recettes, là c'est un peu technique, mais c'est là qu'on est en train de les coincer. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais Bruno Le Maire, il va y avoir une commission d'enquête. Donc là, ils sont tous en panique. Parce que l'Assemblée nationale a dit on va faire une commission d'enquête, on va vous convoquer, et puis on va déceler vos mensonges. Parce qu'ils étaient prévenus. Ils n'ont rien fait, ils ont attendu, ils ont refusé d'aller chercher de l'argent chez les plus riches, mais ils étaient prévenus de ce qui allait se passer. Tout le monde leur avait dit. Tout le monde leur avait dit parce qu'ils prévoyaient des recettes trop hautes. Là, du coup, ils nous ont proposé de corriger en fin d'année leurs erreurs de l'année dernière. Ils ont dit, ah bah, un peu au courant, il s'est passé des trucs. Alors, là, on parle de l'année 2024. Le 15 septembre 2023, le budget de cette année n'était pas encore voté. La Banque de France leur a demandé plus d'engagement et de crédibilité. Le 27 septembre 2023, le Haut Conseil aux finances publiques leur a dit « Vos estimations sont supérieures à tous les prévisionnistes ». L'OFCE leur a dit « Cela pose la question de la crédibilité de la trajectoire des finances publiques ». Etc., etc. Tout le monde les avait prévenus. Donc, ils étaient au courant. Donc, le déficit cette année de 6,1% qui vous rabâche à la télé tous les jours en vous disant il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, donc il faut 4000 profs en moins, donc il ne faut pas payer les retraites, donc il faut augmenter la taxe sur l'électricité, donc il faut prendre de l'argent aux agriculteurs, dans l'écologie, dans la justice, etc., etc. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Ils le savaient déjà. Ils savaient que ça allait l'arriver et ils l'avaient organisé. Je vais même aller plus loin. Là où ils sont en train de nous projeter, justement, mensonge sur mensonge, ils veulent détruire l'État jusqu'au bout. Parce que c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, pourquoi? Parce que pour que des recettes rentrent et qu'on puisse donc le dépenser et aider les gens, bien sûr, il faut arrêter déjà de faire les cadeaux aux plus riches. Mais ensuite, il faut qu'il y ait de la richesse dans le pays
que cette richesse, une partie soit prélevée en impôts, notamment sur les plus riches, et qu'ensuite elle puisse être dépensée. Sauf que qu'est-ce qui crée la richesse en France? Ce qui crée la richesse, c'est le travail des travailleurs et la consommation populaire. C'est tout. Quand vous êtes une entreprise, si personne n'achète ce que vous vendez, il n'y a pas de richesse. Et si personne ne produit ce que vous vendez, il n'y a pas de richesse. Donc il faut que les gens puissent acheter. Si plus personne n'achète rien, il n'y a plus d'argent qui circule, donc il n'y a plus d'argent qui revient à l'État en impôts, donc on ne peut plus rien dépenser. Mais pourquoi il y a moins de richesse? Pourquoi il y a moins de consommation? Parce que les gens sont pauvres, parce qu'ils les appauvrissent, parce qu'ils font des plans d'austérité. Donc il faut encore pour l'année prochaine, pour l'année prochaine, le budget que, j'allais dire on est en train de voter, en fait non, parce que ça va finir avec un 49.3 comme d'habitude, mais le budget qui nous est présenté là, il est basé sur une croissance l'année prochaine de 1,1%. Ça veut dire qu'ils imaginent que la production, la consommation, ça va faire 1% de richesse en plus. OK. Et ils nous disent, non mais attendez, c'est un chiffre, tout le monde donne le même. Tous les économistes, ils disent tous le même chiffre, donc cette fois-là, on est bon, pas comme l'année dernière où on a menti. Attendez. Les économistes, oui, ils disent que le gouvernement a raison sur 1,1% de croissance l'année prochaine. Juste, ils disent ce sera 1,1 dans la situation actuelle. Ce ne sera pas 1,1 si vous coupez de 40 milliards dans les dépenses. Parce que les 40 milliards que vous coupez dans les dépenses, c'est 40 milliards qui vont être dépensés en moins dans l'économie réelle. Les 4000 profs en moins, c'est 4000 personnes qui vont toucher un salaire en moins et qui vont pouvoir le dépenser. Les 3,2 milliards en moins sur les retraités, c'est de l'argent qui ne va pas être dépensé. Donc, ça va freiner l'économie. Donc, ça va freiner la création de richesse. Donc, il y aura moins de recettes que prévu. Donc, il va se reproduire la même chose que cette année. Si on ne se débarrasse pas du gouvernement suffisamment rapidement, moi, je vous le dis, en janvier, février prochain, ils vont nous dire « Ah, les chiffres, ils ne sont pas bons. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a un truc, on ne sait pas trop quoi. L'économie, c'est volatile. Donc là, il va falloir faire quelque chose. On refait des petites coupes. Donc, les retraités, on avait dit on vous revalorise 6 mois après. On va vous revaloriser 2 ou 3 mois plus tard. Et puis, l'électricité, on va réaugmenter un peu. Puis bon, c'est vrai, on a déjà supprimé 4000 profs, mais est-ce que dans les hôpitaux, il n'y a pas encore un peu à gratter? Parce que c'est vrai qu'ils ont supprimé que 30 000 lits depuis qu'ils sont là, donc peut-être qu'on pourrait encore aller chercher un petit peu. Ces gens nous poussent à la mort. Ils sont en train de tout détruire. Ils mentent en permanence. Et ils vous font payer. Ça, alors que de l'argent, il y en a par milliards, par centaines de milliards. C'est ce que je vous disais juste avant. Ils détruisent l'économie du pays avec leurs coupes d'austérité. Et de l'autre côté, ils font tous les cadeaux aux plus riches. Et pour régler cette double situation, ils décident d'aller prendre toujours dans les poches des mêmes. Alors, ça, c'était le plan à la base. Après, ils ont apporté leur budget à l'Assemblée nationale, d'abord en commission. En commission, nous, on est arrivé avec notre programme. Celui sur lequel nous avons été élus, celui qui permet justement la redistribution des richesses. En commission des finances, ils nous ont dit on veut 60 milliards de plus pour l'année prochaine. Nous, on a dit OK, banco, on a déposé des amendements, nos amendements ont été adoptés. À la fin de la commission des finances, on a fait voilà, c'est bon, on a trouvé les 60 milliards. Alors, comment on a trouvé les 60 milliards? Taxe sur les transactions financières, vous savez, le trading, c'est-à-dire les ultra-riches qui s'achètent et qui se vendent des actions toute la journée. Taxe sur les super dividendes. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de l'argent qu'on allait vous prendre dans les poches à coût de quelques milliards, parfois de centaines de millions. Juste pour vous donner une idée, l'année dernière, les dividendes, c'est-à-dire les gens qui achètent des petites parts d'entreprises, ils n'ont jamais bossé de leur vie, vous inquiétez pas, juste ils achètent des petites parts d'entreprises et puis quand la boîte elle produit, ils récupèrent une partie de ce qui est produit gratuitement, soi-disant parce qu'ils ont pris des risques en décidant d'acheter un bout de papier. C'est les seules personnes, ils achètent un bout de papier et tous les ans, on leur verse des millions d'euros. C'est hyper rentable comme activité. Et bien ces gens, l'année dernière, c'est 107 milliards d'euros qu'ils ont récupérés sur, attendez bien, c'est 107 milliards d'euros sur 150 milliards de bénéfices. C'est-à-dire que
sur les grandes entreprises françaises, elles dégagent 150 d'excédents. Donc une fois qu'ils ont payé les salaires, tout le monde, hop, il y a 150 d'excédents. 150 d'excédents, on peut se dire, on peut faire plein de trucs avec, c'est génial. On peut ouvrir d'autres usines, on peut améliorer nos machines, on peut investir dans la production, on peut pourquoi pas augmenter les salaires en disant, bah quand même, on a réussi à dégager 150 milliards, vous avez bien travaillé, peut-être on peut augmenter les salaires. Non, sur les 150 milliards, il y en a 107, ils partent directement en dividendes. Quand on sait que 96% des dividendes sont détenus sont versés à 1% de la population. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde a travaillé pour produire ces 150 milliards et à la fin, il y a 1% qui dit cool, on en prend les 2 tiers. Et ça ne fait que s'empirer. Ça ne fait que s'empirer parce que l'année d'avant, c'était 80 milliards de dividendes. Donc en un an, la rémunération des actionnaires des grosses boîtes a augmenté de 33%. Entre 2023 et 2024. 33%. Je ne sais pas qui dans la salle a vu son salaire augmenter la même année de 33%. Je ne sais pas si les investissements dans la production, les machines achetées, les usines ouvertes, ont augmenté de 33%. Ça n'existe pas. Donc, tout ça pour vous dire que de l'argent dans ce pays, il y en a plein. Et qu'à chaque fois qu'on vous dit, la France n'a jamais été aussi riche. Jamais. C'est-à-dire qu'on vous dit, c'est la crise, c'est difficile, etc. Non, mais ça peut toujours aller plus vite, hein. Mais la France n'a jamais eu autant d'argent, n'a jamais produit autant d'argent par an. Jamais. Donc le problème, ce n'est pas l'existence de l'argent. Le problème, ce n'est pas que la France est pauvre. Le problème, ce n'est pas que les caisses sont vides. Le problème, c'est la répartition des richesses. Et c'est bien pour ça, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'ils font tout pour qu'on ne puisse pas gouverner. Parce qu'ils refusent la répartition des richesses. Parce qu'ils sont là au service de seulement quelques-uns. Alors après la commission, où le budget a été rejeté, on a été dans l'hémicycle. Dans l'hémicycle, on a recommencé. On a redéposé tous nos amendements, on les a fait adopter les uns après les autres. Et à la fin, 75 milliards d'euros. On a trouvé 75 milliards d'euros. On leur a dit, vous avez vu, on a progressé, encore mieux. 75 milliards d'euros. On a aussi ajouté ce qu'on appelle des dépenses fiscales. C'est-à-dire que, par exemple, on a voté le fait qu'on... Alors, on a supprimé, par exemple, la taxe sur l'électricité. Donc ça, c'est de l'argent qui rentre théoriquement en moins. On a indexé ce qu'on donne aux communes et aux collectivités territoriales sur l'inflation. Parce que ça, c'est un autre immense mensonge. L'argument de Bruno Le Maire, quand on lui dit « Non, mais vous voyez bien qu'il y a un trou dans les comptes », il dit « Ah ouais, mais en fait, il y a un truc que vous n'avez pas vu, c'est que les communes, les départements, tout ça, en fait, ils ne savent pas gérer. Nous, on fait tout bien, mais alors par contre, les collectivités territoriales, c'est des nuls, c'est eux qui plombent le budget de l'État, c'est à cause d'eux s'il y a un trou dans la caisse. » Alors c'est pour ça, là, les maires, ils sont tous devenus fous, en disant « Mais attendez, vous nous demandez de faire des trucs en plus, non-stop, vous nous filez des charges et des missions supplémentaires tout le temps, vous ne nous donnez pas l'argent pour les faire, et après, c'est de notre faute. » Soit dit en passant, les communes, elles sont tenues, par exemple, à avoir des budgets à l'équilibre. C'est-à-dire qu'une commune ne peut pas voter un budget qui n'est pas à l'équilibre, contrairement à l'État. Donc leurs budgets sont à l'équilibre. Le taux d'endettement des collectivités territoriales est stable, voire en diminution, depuis 30 ans. Je l'avais noté quelque part, mais je l'ai oublié. Donc, ce n'est pas vrai. Les communes sont sans doute celles qui gèrent le mieux l'argent public. Et, contrairement à l'État, les communes investissent. Les premiers investisseurs publics de France, je crois que c'est aux 2/3, l'investissement public en France, c'est-à-dire l'argent injecté. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quand on injecte de l'argent, c'est des salaires qu'on paye, c'est des structures qu'on ouvre, dans lesquelles des gens viennent travailler. C'est de l'argent qui circule ensuite, parce qu'il est dépensé. Parce que vous n'êtes pas comme un actionnaire, quand je vous donne 1 million d'euros, lui, l'actionnaire, on lui donne 1 million d'euros, il ne sait pas quoi en faire, donc il le garde, il achète des actions, le million d'euros, il ne sert à rien. Ça lui fait plaisir, il a des statistiques en disant « Ah, c'est bien, cette année, j'ai gagné 10 millions d'euros en plus. » Vous, on vous donne 100 euros, vous le dépensez direct. Il y a un moment où... Donc, ça fait tourner l'économie, etc. Donc, les communes, les collectivités territoriales sont les premiers investisseurs publics de France. C'est en partie eux
qui font tenir le pays. Et c'est à eux que Bruno Le Maire décide de reprocher le trou béant de la dette publique, du déficit, etc. Bon, ça c'est pour un autre mensonge parce qu'il les accumule. Donc, on a voté 75 milliards de recettes supplémentaires dans l'hémicycle, on a voté quelques dépenses, comme le fait d'aider les communes et d'augmenter les dotations des communes. À la fin, magie, 75 milliards en plus, on a dépensé quelque chose comme 17 milliards en plus aussi. Donc à la fin, on leur vote un budget en excédent qui prend sur les plus riches et ça leur rapporte 58 milliards de plus. Donc voilà, il n'y a plus de problème. Nous, on a trouvé les 60 milliards, on est même en excédent. On peut ensuite les dépenser. Plutôt que de supprimer les 4000 profs, on peut en embaucher 4000 de plus. Il y a des solutions. Comble de la démonstration, eux qui passent leur temps à dire qu'il faut respecter les règles de Bruxelles, la Commission européenne, tout ça, avec les 57 milliards d'excédents qu'on leur a trouvés, en passant en dessous des 3% du déficit, on est même bon dans les coups. Donc on leur a fait la démonstration parfaite à l'Assemblée nationale qu'une autre politique était possible, qui répondait non seulement à leurs exigences, mais aussi à l'exigence des Français. Et alors, ils sont montés sur leurs grands chevaux. Hein. Dès que les trucs sont arrivés, ils ont dit « Ah, mais c'est une boucherie fiscale, vous voulez taxer tous les Français, c'est insupportable, ça accable les gens. » Mais attendez, on veut taxer tous les Français. Quand on fait l'impôt sur les milliardaires, on dit ceux qui ont plus d'1 milliard, au-dessus d'1 milliard, on prend 2% de leur patrimoine. Ça veut dire qu'on leur laisse le premier milliard, hein, déjà. Moi, je trouvais déjà c'était gentil comme proposition. C'était pas... vous avez 1 milliard, à partir du deuxième, on vous prend 2% du patrimoine. Ça va, vous n'allez pas dormir dehors ce soir, quoi. C'est tranquille. Eh bien, ça concerne 147 personnes. Ça rapporte 23 milliards d'euros. Il y a un moment où, entre prendre à partir du deuxième milliard et aller prendre dans la poche des retraités, il y a des choix à faire. Donc, c'est possible. Et pourquoi on a réussi à faire adopter tout ça? On a réussi à faire adopter tout ça parce que le nouveau Front populaire est la force la plus représentée à l'Assemblée nationale. Eux qui nous ont dit « Vous êtes incapables de gouverner, vous n'aurez jamais de majorité, c'est pas possible de nommer Lucie Castet à Matignon. » Oui, parce qu'on est arrivé en tête des élections législatives, on leur a fait la démonstration qu'à l'Assemblée nationale, on était suffisamment nombreux pour avoir des majorités sur nos propositions, sur un programme de rupture clair et pour les faire adopter par l'Assemblée nationale. Donc, c'est possible. Donc, on peut y arriver. Alors, pourquoi le budget à la fin, une fois qu'on l'avait amendé, pourquoi il n'a pas été adopté et il a finalement été rejeté? Parce que est revenu ce que je vous expliquais au début. À la toute fin, lorsqu'il s'est agi de choisir sur le vote définitif, on va dire, de choisir entre prendre dans la poche des retraités et prendre aux milliardaires, le Rassemblement national, ils se sont trompés de bouton. Ils ont voté contre, avec la Macronie. Parce que voilà de quel côté de la barrière ils sont. Maintenant, cette lutte vis-à-vis du Rassemblement national et de la Macronie, elle n'est pas terminée. Parce qu'au Rassemblement national, ils sont fracturés. Ils sont pris dans leurs contradictions. Ils ne savent plus où ils habitent. La bataille qu'on est en train de mener, on va la gagner. Parce que nous, on sait où on va. On a un programme. On est cohérent. On sait ce qu'on veut. On sait qui on défend. Le Rassemblement national, en ce moment, est en plein naufrage. Et donc, c'est le moment de partir à la conquête. C'est le moment d'aller les taper et de les fracturer et d'expliquer ce qu'ils font aux gens. Parce que c'est pas vrai que les gens qui sont allés voter pour eux ont tous voté pour qu'ils protègent Macron, pour qu'ils votent pas les censures, pour qu'ils votent pas la destitution. Et les députés du Rassemblement national le savent. Ils sont pas bien sûrs d'eux en ce moment. Ils savent plus quoi faire. Parce que la réalité, c'est que quand ils vont à l'Assemblée, ils reçoivent des textos de Jordan Bardella. Bon, j'invente, je ne sais pas si c'est des textos en vrai. Mais ils ont Jordan Bardella qui, en gros, leur dit « Non, c'est hors de question de prendre sur les plus grandes entreprises. Donc, vous allez voter avec les macronistes. » Et quand ça se retrouve sur les réseaux sociaux et qu'ils reviennent en circonscription, les gens ils leur disent « Mais pourquoi vous protégez Macron ?»
Le Rassemblement national est en train de trahir les Français et celles et ceux qui ont voté pour eux sont aussi en train de s'en rendre compte. Donc il faut répéter partout et à tout le monde ce qu'est en train de faire le Rassemblement national. Ils pouvaient se débarrasser de Macron s'ils voulaient en votant la motion de destitution. C'est Marine Le Pen en conférence des présidents qui l'a bloqué. Ils avaient la possibilité de faire tomber le gouvernement Barnier qui veut faire les poches aux Français dès le début quand on a déposé une motion de censure. Ils ont protégé Barnier et Macron. Ils avaient la possibilité de faire adopter dans l'hémicycle par l'Assemblée nationale un budget de justice sociale. Ils ont préféré protéger les ultra-riches et Macron. Donc il faut que ce soit su. Il faut le dire à tous leurs électeurs. Mais ils sont en train de craquer parce qu'ils ne sont pas d'accord, y compris, ils sont en train de voler en éclats en interne. Petit exemple. Il y a une taxe qui sert à taxer les revenus du capital, justement, les actions, les dividendes, voilà. Les revenus de société, de tous les gens qui ne bossent pas et qui prennent de l'argent. Donc, eux, ils ont droit à un impôt moins cher que vous. C'est parce que voilà, vous ne pouvez pas comprendre, c'est stressant de toucher de l'argent sans travailler, donc c'est important qu'eux, ils payent un peu moins d'impôts dessus que quand vous allez au boulot, c'est tout. Et il ne faut pas chercher à comprendre. On a demandé des explications, et on nous dit, mais si, vous ne comprenez pas. Très bien. Et donc, eux, ils ont un taux préférentiel. Ce taux préférentiel, alors nous, on voulait supprimer le taux préférentiel. On voulait qu'ils payent comme tout le monde, c'est-à-dire au moins. Et puis, il y avait d'autres amendements. Et il y a eu un amendement qui proposait de relever ce taux préférentiel de 3%. Ce n'était pas méchant. Mais bon, nous, c'est mieux que rien, donc on l'a voté. Et le Rassemblement national en commission l'a laissé passer, a accepté de le laisser passer. On se dit, ah tiens, pour une fois, il faut un pas pour taxer un peu les plus riches. Ça n'a pas manqué. Juste après, Jordan Bardella prend son téléphone, dégaine un tweet et dit « Oh, mais quel scandale, l'Assemblée nationale a voté 3% sur les petits épargnants. » C'est pas sur les petits épargnants, ça ne concerne pas les petits épargnants. Ça va juste concerner, ça concerne ceux qui gagnent, je sais plus, à minima 50 000 ou 60 000 euros par an. Donc arrête, ce n'est pas les petits épargnants, c'est pas vrai. Et ça tape vraiment celles et ceux qui gagnent beaucoup et qui récupèrent beaucoup de dividendes. Et du coup, Jordan Bardella a contredit une partie de ses députés. Et donc, en fait, ils ne savent pas quoi faire. Dans l'hémicycle, pendant le budget, à chaque vote, on se demandait ce que le Rassemblement national... Nous, c'était facile, quoi. Ça tape sur les gens, on vote contre, ça tape sur les riches, on vote pour. La ligne de conduite, elle est relativement simple. Le Rassemblement national, à chaque vote, tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? D'un jour sur l'autre, ils n'argumentaient pas de la même manière. Donc, ils sont faibles. Ils sont faibles. Donc, c'est le moment d'aller répéter partout que ce sont des soutiens du gouvernement parce que la motion de censure va arriver en décembre et que là, on peut l'emporter. Ça aussi, il faut vous le dire. Je reviens sur ce que je disais au début. On a gagné les précédentes élections. Macron a tenu 2 ans avant de dissoudre l'Assemblée nationale. Il reste aujourd'hui 3 ans de mandat. La situation est d'ores et déjà intenable pour lui. Donc, il n'ira pas jusqu'au bout comme ça. Ce n'est pas possible. Ils ne vont pas tenir. Et on a un déclenchement possible de la situation dans quelques semaines. Dans quelques semaines, on peut les renverser, les battre et réouvrir la fenêtre d'espoir pour les gens. À toutes celles et ceux qui se sont dit « on nous a volé les élections », c'est là, maintenant, que ça va se jouer. Pourquoi ? Parce que, d'une part, les gens n'en peuvent plus, et d'autre part, eux n'ont plus les moyens d'imposer leur politique. Parce qu'en décembre, il va y avoir, le 5 décembre, la fonction publique qui va se mettre en mouvement, parce qu'ils ont eu la bonne idée de nommer un ministre qui, comme première déclaration, a décidé d'insulter tous les fonctionnaires. C'est le seul gars, tu lui confies un poste, il est censé bosser avec des millions de gens, première déclaration, il les insulte. Résultat, la fonction publique se met en grève. Parce qu'il y a les agriculteurs qui sont ressortis. Là aussi, intéressant le sujet des agriculteurs. Oui, mais le problème des agriculteurs, ce sont les normes écologiques, vous comprenez ? Il y a trop de normes, donc ils ne s'en sortent pas.
Ouais, ok, vous leur avez filé des trucs sur cet aspect-là. Du coup, pourquoi ils sont de nouveau en colère aujourd'hui? Pas parce qu'il y a trop de normes, parce qu'ils n'arrivent pas à manger, parce qu'il n'y a pas les prix planchers pour eux à la vente et les prix bloqués pour nous quand on achète. Voilà la réalité, parce qu'il n'y a pas d'encadrement des marges, parce qu'ils n'ont pas de revenus, parce qu'ils votent, parce qu'ils ne vivent pas de leur travail, et parce que vous refusez de remettre en cause le libre-échange et la concurrence déloyale. Parce que jamais les agriculteurs, quelles que soient les normes écologiques que vous pouvez supprimer, ne seront concurrentiels avec des vaches aux hormones qui viennent d'Amérique du Sud. Jamais. Et les agriculteurs, ils n'ont pas envie de se mettre à faire en France des vaches aux hormones pour être concurrentiels avec l'Amérique du Sud, parce qu'ils aiment leur boulot, parce qu'ils aiment faire de la bouffe de bonne qualité. Ils sont prêts de nouveau à tout bloquer. Sauf que la fonction publique, les agriculteurs, les cheminots, là aussi les cheminots, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe avec les cheminots? Avec les cheminots, il se passe qu'on a décidé de démembrer Fret SNCF, c'est-à-dire le transport de marchandises. C'est pareil. Il y a une COP là apparemment qui s'ouvre. Tout le monde est censé parler de climat. Tout le monde nous dit, même les ministres, là, ils nous disent, alors ce budget, ce qui est important, c'est qu'on s'occupe non seulement de la dette publique, mais aussi de la dette écologique. Bah ouais, c'est bien, Coco, de s'occuper de la dette écologique, mais si tu veux t'occuper de la dette écologique, à un moment, il va falloir investir dans ce qui permet de polluer moins. Donc, si vous voulez polluer moins, par exemple, il faut trouver des alternatives au transport routier de marchandises. Parce que le transport routier de marchandises, c'est quasiment 90% de la pollution dans le transport. Et que le transport, c'est l'un des premiers facteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de mettre les marchandises dans des camions qui roulent au fioul, à l'essence, au diesel, et il faut les mettre sur des trains. Sauf que pour les mettre sur des trains, il faut qu'il y ait des trains, il faut qu'il y ait des rails, il faut qu'il y ait des cheminots. Et donc, quand on décide de démembrer Fret SNCF, on met en danger notre capacité à lutter contre le réchauffement climatique. Et ça aussi, ça doit être répété partout. C'est que les cheminots qui font grève, là, ils ne font pas grève pour eux, hein. Ils font grève pour nous. Ils font grève pour qu'on ait un outil qui permette de lutter contre le réchauffement climatique. Leur grève, elle est d'intérêt général. Elle est d'intérêt pour l'ensemble de la société. Et pourquoi on démembre Fret SNCF? Là aussi, c'est intéressant. On démembre Fret SNCF parce que l'Union européenne a décidé, il y a très longtemps, que les monopoles d'État, ce n'était pas possible, l'État, il ne savait rien gérer. Alors, ça, quelque part, ils n'ont pas tort. Quand c'est les macronistes qui dirigent, ouais, c'est vrai, ils ne savent rien gérer. Mais il va falloir expliquer à la Commission européenne de Bruxelles que quand c'est nous qui allons arriver au pouvoir, l'État saura très bien gérer, que ça va se passer beaucoup mieux et qu'on aura du rail public et du transport public partout et que ce sera bien plus efficace. Mais du coup, eux pensent qu'il faut ouvrir à la concurrence. Parce que vous voyez, s'il y a du capital privé, des actionnaires au-dessus, on ne sait pas pourquoi, par magie, c'est censé mieux fonctionner. Donc il faut ouvrir à la concurrence. La France a ouvert à la concurrence. En ouvrant à la concurrence, ils ont mis en difficulté le fret public. L'État a quand même, pendant un temps, continué à aider Fret SNCF, à le subventionner, pendant un certain nombre d'années, à hauteur de plus de 5 milliards. Et là, l'Union européenne débarque et dit « Vous avez violé les règles de la concurrence. L'État a osé donner de l'argent public à une entreprise publique. Donc, vous devez rembourser. Soit vous vous remboursez, soit vous cassez l'outil. » Donc, c'est la Commission européenne qui décide de dire à la France qu'on doit détruire notre outil de transport de marchandises sur rail. C'est un scandale absolu. Et jamais on a vu qu'une entreprise privée, quand elle doit dégager des bénéfices pour payer des actionnaires, parce qu'il y en a qui veulent faire du profit, elle est plus efficace qu'une entreprise qui n'a pas besoin de générer du profit parce qu'elle le fait pour l'intérêt général et qu'elle n'a personne à rémunérer derrière. Ça n'existe pas. Donc le combat des cheminots, il est d'intérêt général et ils appellent de nouveau à la grève reconductible à partir du 11 décembre. Le 5 décembre, la mobilisation de la fonction publique. Le 11 décembre, celle des cheminots. Si les agriculteurs peuvent se mettre au milieu, c'est une bonne chose. Et au milieu de tout ça, des plans sociaux qui se généralisent et la colère qui gronde dans nos usines et dans nos industries. Parce qu'on vire des gens par-dessus bord, partout, à nouveau.
pour réussir à faire plus de profit. C'est ce qui se passe avec Sanofi, avec Michelin, dans l'automobile, avec ArcelorMittal. Oui, il faut aller vers la fin. Tous ces gens qui aujourd'hui décident de licencier, tous, ils ont reçu de l'argent public. Quand je vous ai dit tout à l'heure, on a vidé les caisses de l'État en faisant 200 milliards de cadeaux aux grandes entreprises, c'est eux qui les ont pris. Sanofi, qui décide de vendre Doliprane, ils ont touché 1,5 milliard d'argent public en crédit impôt recherche en 10 ans. Alors c'est génial comme principe. On a un truc, ça s'appelle le crédit d'impôt recherche. Donc, normalement, c'est pour aider les entreprises à faire de la recherche. Sur le principe, c'est plutôt bien, pourquoi pas. On a une entreprise, Sanofi, qui est censée faire de la recherche dans le médicament. On lui donne 150 millions d'euros par an sur 10 ans. On est content, on a un fleuron de la recherche pharmaceutique française. Bon, c'est bien pour tout le monde. On a besoin de médicaments quand il y a des maladies. Il y a le Covid qui arrive. On ne sait pas ce qu'ils ont fait de l'argent, mais ils ont été infoutus de nous sortir un vaccin. Et puis on commence à regarder. On se rend compte qu'ils ont touché 1,5 milliard, mais que dans le même temps, ils ont divisé par 2 leurs effectifs de chercheurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent l'argent de l'État pour faire de la recherche et ils licencient les chercheurs. Donc ils prennent l'argent de l'État uniquement pour se verser des dividendes, uniquement pour profiter de l'argent. Et à la fin, ils vendent Doliprane. Mais tous, ils sont pareils. Auchan, 500 millions de CICE. Michelin, 55 millions de crédit impôt recherche, 65 millions de CICE. Le CICE, c'est un autre truc aussi. C'est crédit impôt compétitivité emploi. C'était une idée magique de François Hollande, c'est le père d'Emmanuel Macron. C'était une idée magique de Hollande et Macron. Ça existe encore aujourd'hui sous un autre nom. Pour donner de l'argent aux entreprises en disant vous allez créer de l'emploi. À l'époque du CICE, ils avaient tous inventé un truc, ils avaient tous un pins avec marqué 1 million d'emplois. On va créer 1 million d'emplois grâce au CICE. À la fin, on a vu l'argent qui est parti des caisses de l'État, mais on n'a pas vu les emplois se créer. Donc 55 millions de crédit impôt recherche pour Michelin, 65 de CICE, 12 millions de chômage partiel, et aujourd'hui, c'est pareil, on licencie Auchan, pareil. Donc, il y a aussi un ras-le-bol général, parce que les gens, ils voient leurs usines fermées, ils voient les gens se faire virer. Et donc, si là, entre le 15 et le 23 décembre, il y a la conjonction entre les cheminots, la fonction publique, les agriculteurs, les salariés licenciés, et que par-dessus, ils osent revenir à l'Assemblée nationale avec leur budget et un 49.3 et une motion de censure, alors oui, on peut renverser la table en fin d'année. C'est possible. On peut leur rappeler que personne n'a voté pour la politique qui est en train d'être mise en place. Et on peut faire en sorte que tout le monde parte en vacances à Noël en étant débarrassé du gouvernement Barnier, Retailleau et de toute la droite qui est à l'intérieur. Je termine sur un dernier mot parce que je pense qu'après j'ai été trop long. Pour vous dire qu'on est du coup dans cette séquence où rien n'a été réglé par l'élection présidentielle en 2022. Parce que les gens ont élu Macron par défaut et qu'ils ne voulaient plus de sa politique. On est dans cette séquence où rien n'a été réglé par la dissolution, parce qu'ils ont volé les élections. Donc la crise démocratique, elle est profonde, elle est ancrée. Qu'ils sont en train de compter les jours ou les semaines sous lesquelles leur gouvernement va tenir. Ce gouvernement va tomber dans les semaines à venir, sans doute avant la fin de l'année. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils en nommeront un nouveau? S'ils ne nomment pas le nouveau Front populaire et Lucie Castet, alors le gouvernement suivant pourrait tomber aussi. Vont-ils dissoudre l'Assemblée nationale? C'est une possibilité. Mais s'ils dissolvent l'Assemblée nationale, alors il faudra être en ordre de bataille pour cette fois obtenir la majorité absolue et leur imposer un gouvernement du nouveau Front populaire et de notre programme. Et s'ils ne dissolvent pas l'Assemblée nationale, que leur reste-t-il? Parce que cette situation, elle est la responsabilité, non pas des ministres actuels, elle est la responsabilité d'un seul homme, un seul, qui a décidé et la dissolution et de ne pas respecter les urnes et de nommer ce gouvernement. C'est Emmanuel Macron. Et cette situation, à la fin des fins, elle ne pourra se résoudre que par le départ d'un seul homme, Emmanuel Macron. Et qui peut croire qu'il pourra encore tenir 3 ans comme ça? Pas grand monde. C'est pour cela que nous avons déposé la motion de destitution. Oui,
le Rassemblement national l'a bloqué une première fois. Nous avons redéposé la motion de destitution à l'occasion de notre niche parlementaire pour qu'elle puisse être débattue le 28 novembre. Ça veut dire que de nouveau, le Rassemblement national devra regarder droit dans les yeux de ses électeurs et dire « Vous avez protégé une nouvelle fois Macron ou pas ?» Et on le refera autant de fois qu'il le faut. Et à un moment, si notre mobilisation est suffisamment forte, ils vont craquer. Ils vont craquer. On va les battre. Que ce soit l'arrivée de législatives anticipées à un moment, parce qu'aucun gouvernement ne tient, que ce soit par la destitution ou la démission d'Emmanuel Macron, parce qu'il ne tient plus. Des élections auront lieu avant 2027. Donc, les camarades, il faut se tenir prêt, il faut être en ordre de bataille, parce que la prise du pouvoir, elle est là devant nous. Elle va arriver très vite, jamais on n'en a été aussi proche. Et vous pouvez en être sûr, on livrera toutes nos forces dans la bataille. Un dernier mot, quoi qu'il arrive, les élections municipales auront lieu en 2026. Je termine par là, mais les élections municipales, c'est l'échelon le plus proche des gens. C'est la démocratie la plus en prise avec le quotidien des Françaises et des Français. Et ce n'est pas une élection apolitique, où on fait juste de la petite gestion. Non, on parle de sujets sérieux et importants. Quand on parle du prix de la cantine scolaire, quand on parle du prix des activités périscolaires, quand on parle de la gestion de l'eau, quand on parle des services publics communaux, on parle de la vie quotidienne, directe des gens, y compris de leur pouvoir d'achat. Et on parle de leur capacité à être respectés, entendus, de leur capacité à auto-administrer leur quotidien. Donc c'est une étape indispensable, y compris dans la prise du pouvoir du peuple et dans la révolution citoyenne. Et vous l'avez entendu, la France insoumise préparera de manière méthodique la question des élections municipales, avec des objectifs ambitieux et la volonté de prendre des grandes villes. Parce que ça suffit maintenant, cette situation où ils gouvernent tout seuls d'un côté. Nous sommes prêts à prendre le pouvoir. Et nous le disons aussi, si Emmanuel Macron démissionne à un moment où que la motion de destitution est votée, nous sommes prêts à affronter une élection présidentielle et à la remporter. Et s'il décide de législative, nous sommes prêts aussi à investir sur toutes les circonscriptions où il faudra des candidats pour réussir à avoir une majorité du nouveau Front populaire. Je vous invite, à celles et ceux qui ne l'ont pas fait, à lire les textes de l'Assemblée représentative de la France insoumise qui arrivera le 14 décembre, qui fait la démonstration que notre mouvement est sans doute le plus fort et le plus organisé et le plus en capacité de prendre le pouvoir, non pas dans les prochaines années, mais peut-être bien dans les prochains mois. Chers camarades, vous le savez, on ne peut compter que sur nous. On ne recevra sans doute aucune aide extérieure, jamais. Mais face au torrent de boue, on se tient droit parce qu'on sait où on va, sur quelle base et sur quel programme. Alors, au combat, et on sera à vos côtés.